Bang! 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 Robertson pensa qu'ils avaient heurté des débris. Mais ce n'étaient pas des débris, c'étaient des orques tueuses qui frappaient son bateau en plein Pacifique. En quelques minutes, sa goélette Lucette avait disparu. Une famille de 5 personnes et un jeune mousse se retrouvèrent à la dérive dans un petit canot de sauvetage, avec presque rien d'autre que la volonté de survivre. Le premier coup a secoué la Lucette comme un tremblement de terre. Puis un autre est venu. Bang, bang, bang. Douglas Robertson, à peine âgé de 17 ans, est resté paralysé tandis que le pont sous lui se pliait. Sa mère, Lynn, a crié. Son père, Dougal, a donné des ordres que personne ne comprenait. Parmi la rosée et le chaos, des formes en noir et blanc ont couru le long de la coque. Des orques. Pas une seule, mais une harde. Elles tournaient en rond et fonçaient fin contre le bateau, encore et encore, avec une force qui brisait les planches, détruisait les poutres, laissant entrer l'eau de mer par le sol de la cabine. En quelques secondes, leur monde, leur maison flottante, se désintégrait. Le schooner, en lequel ils avaient confiance pour traverser le monde, se déchirait comme du papier. Douglas se souviendrait du bruit plus que de toute autre chose. Il y a eu un bang, 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 et puis le silence, à part le fracas de l'eau. Mais le silence ne signifiait pas la sécurité. La Lucette coulait, rapidement. Le voyage de rêve de la famille s'était transformé en cauchemar. Et en quelques minutes, les Robertson, parents, enfants et leurs jeunes mousses, allaient lutter pour leur vie dans l'infini Pacifique. Bien avant l'arrivée des orques tueuses, la famille Robertson poursuivait un rêve. Dougal Robertson, un ancien officier de la marine marchande britannique, était inquiet. Fatigué de la routine de l'Angleterre d'après-guerre, il voulait plus pour sa famille, de l'aventure, de la liberté et une vie vécue selon ses propres règles. Sa femme, Lynn, le soutenait, bien qu'elle sache ce que cela impliquerait. Retirer les enfants de l'école, vendre presque tout ce qu'ils possédaient et confier leur avenir à la mer. Leur embarcation était la Lucette, une robuste goélette en bois de 43 pieds corde. Pour la plupart des gens, elle était modeste. Pour les Robertson, c'était une maison flottante, un billet pour la fuite et le début d'une histoire qui valait la peine d'être racontée. À bord se trouvaient leurs enfants, Douglas, 17 ans, vif et observateur, les jumeaux Neil et Sandy, à peine 9 ans, pleins de curiosité, et leur fille adolescente Anne, encore à la recherche de sa place dans le monde. Avec eux se trouvait aussi Robin Williams, un mousse étudiant de 22 ans, désireux d'apprendre les secrets de la vie en mer. Pendant des semaines, la vie sur la Lucette ressemblait à un roman d'aventure devenu réalité. Ils ont quitté l'Angleterre, traversé les Caraïbes, franchi le canal de Panama et se sont aventurés dans l'immense étendue bleue du Pacifique. Les journées étaient remplies de leçons. Les enfants recevaient une éducation à domicile à bord, apprenant les mathématiques avec la navigation, la biologie avec la pêche. Les nuits étaient plus calmes, les étoiles s'étendant à l'infini au-dessus d'eux, leur rappelant combien ils étaient petits face à l'immensité de l'océan. Mais sous ce rêve se cachait une fragilité. Les bateaux en bois prennent l'élo, les provisions s'épuisent, les nerfs se tendent dans les espaces confinés. Et là-bas, dans l'océan profond, il n'y a ni voisins, ni hôpitaux, ni lignes de secours, seulement la mer et ce qu'elle décide de donner ou de prendre. Ce n'était pas une famille en vacances, c'était une famille qui osait vivre différemment, qui osait affronter les éléments. Et c'est précisément ce courage qui les mettrait sur la route de l'une des épreuves océaniques les plus terrifiantes jamais enregistrées. Car bientôt, leur chère Lucette, leur maison, leur ancre de salut, leurs rêves, seraient mis à l'épreuve non pas par une tempête ou un récif,
mais par des prédateurs que personne n'attendait. La Lucette fendait le Pacifique comme un fantôme. Voile déployé, l'eau écumante le long de la proue, portant 6 âmes vers l'inconnu. Pour les Robertson, ce n'était pas seulement un voyage. C'était une épreuve de tout, de leur courage, de leur unité, de leur foi en une coque de bois fragile, censée les protéger de l'abîme. Les matins arrivaient lumineux et nets. Le ciel s'étendait sans nuages, au-dessus d'une mer si infinie qu'elle semblait vivante. Les jumeaux poursuivaient des poissons volants sur le pont, leur rire porté par le vent. Douglas travaillait aux côtés de son père, apprenant les rythmes des voiles et les manœuvres, le poids de la responsabilité reposant sur ses jeunes épaules. Lynn cuisinait des repas simples dans la cabine, oignons, biscuits, fruits, tout conservé avec un soin méticuleux. Anne lisait des livres à la lumière de la lampe de poche, regardant parfois l'horizon sombre, comme si elle pouvait déjà percevoir la tempête qui approchait. Mais la vie à bord d'un schooner n'était pas un paradis. Le Pacifique était impitoyable. La chaleur étouffante les cuisait le jour. Les nuits glaçaient les eaux. Les eaux douces étaient rationnées. Les repas devenaient monotones. Le sel brûlait chaque blessure, chaque ampoule. Et pourtant, il y avait aussi de la fierté, un sentiment de défi, la conscience de ne pas être des touristes, mais de vrais marins façonnant leur propre destin. Puis venaient les moments d'émerveillement. Des dauphins courant en arc d'argent le long de la coque. Des baleines émergeant au loin, leur souffle résonnant sur la mer calme. Des constellations si nettes, la nuit, qu'elles semblaient à portée de main. Pour les enfants, c'était une éducation qu'aucune salle de classe ne pouvait égaler. Pour Dougal, c'était une confirmation, la preuve qu'il avait eu raison d'arracher sa famille à la prévisibilité de la vie et en banlieue. Mais dans le silence entre les vagues, il y avait des pensées plus sombres. Le Pacifique n'était pas vide, il était vivant et parfois hostile. Des histoires circulant de marin en marin sur des vagues anormales, des tempêtes soudaines, des naufrages à la dérive, et des créatures qui dominaient les profondeurs. Orques, requins, ombres silencieuses, pouvant apparaître sans avertissement. Les Robertson repoussaient ces pensées. Ils devaient le faire. Leur voyage était leur rêve. Et pourtant, en réalité, ils naviguaient à l'aveugle vers l'inconnu, ignorant qu'une chose inimaginable, quelque chose pour laquelle aucun marin ne pouvait se préparer, les attendait là-bas. Car non loin de leur route, les prédateurs se rassemblaient, et ils étaient sur le point de faire de la Lucette leur cible. Ils venaient de passer midi lorsque le Pacifique est devenu violent. Douglas Robertson n'oublierait jamais ce bruit. Bang, bang, bang. Le pont trembla comme s'il avait été frappé par un marteau. La Lucette, sa fidèle goélette, s'inclina sur le côté. Le bois gémit, les poutres se brisèrent. Au début, ils pensèrent que c'étaient des débris. Puis la mer s'ouvrit. Un énorme corps, blanc et noir, émergea à côté d'eux. Une orque, puis une autre, et encore une autre. La troupe les avait trouvés. Les baleines frappèrent peinte de nouveau la Lucette. Leur tête, arrondie, heurtait avec une précision terrifiante. La coque tremblait à chaque impact. Les joints s'ouvraient quand les eaux de mer entraient à flot. « Il nous coule !» cria Dougal, incrédule et furieux. Lynn serra les jumeaux tandis que l'eau se déversait sur le pont, les yeux grands ouverts de terreur. Une orque se dressa près de la coque, assez proche pour que Douglas puisse voir son œil brillant. Intelligent, fixe, presque délibéré. Puis, elle s'écrasa de nouveau contre le bateau avec une force explosive. La goélette n'avait aucune chance. Les planches se détachaient comme des allumettes. Les clous se dégageaient en grinçant. Le pont s'inclina. En dessous, la cabine se remplit d'eau.
Les livres et les provisions flottaient comme des débris dans une inondation. En quelques minutes, leur monde flottant se désintégrait. Les enfants criaient. Le canot de sauvetage, leur seule bouée de sauvetage, était encore amarré au pont. Douglas et Robin coupaient frénétiquement les cordes, essayant de le libérer tandis que l'eau montait de plus en plus. Dougal cria par-dessus le chaos. « Allez sur le radeau, maintenant !» Et ainsi, la Lucette disparut. Le bateau qui les avait portés sur des milliers de jours de milles coulait dans l'obscurité, entraîné vers le fond par l'océan même qu'il avait été construit pour conquérir. Derrière eux, les orques tournaient en cercle, maintenant silencieuses, observant. Leur travail était terminé. Les Robertson n'étaient plus des marins. Ils étaient des naufragés, accrochés à du caoutchouc et au désespoir au milieu du Pacifique. Un voyage de rêve s'était transformé en cauchemar en moins de 10 minutes. Et la lutte pour la survie ne faisait que commencer. La Lucette coulait rapidement. La mer griffait les ponts, emportant planches et mâts dans l'abîme. Pour les Robertson, il n'y avait pas de temps pour la douleur, ni pour pleurer leur maison détruite. La survie dépendait d'une seule chose, sortir du brick en train de couler avant qu'il ne les engloutisse complètement. Douglas et Robin coupaient furieusement les cordes qui attachaient le radeau. Leurs mains saignaient, les lames glissaient sur les cordes mouillées. Chaque seconde semblait un compte à rebours vers la mort. « Coupe plus vite !» cria Dougal, la voix brisée par l'urgence. L'eau leur arrivait aux genoux, emportant équipement, nourriture et souvenirs dans le vide. Le radeau de sauvetage gonflable fut lancé à la mer, à moitié gonflé, rebondissant sur les vagues. Les jumeaux pleuraient, tandis que Lynn les poussait vers elle, les bras tremblants mais fermes. « Allez-y !» ordonna-t-elle, la voix brisée. Elle savait qu'un seul faux pas les enverrait dans la gueule de la mer. Finalement, le radeau fut libéré. La famille et leurs jeunes mousses sautèrent sur les lignes de sauvetage en caoutchouc juste au moment où la Lucette poussait un dernier gémissement et disparaissait sous les vagues. Suivit un silence, inquiétant, absolu. Leur maison avait disparu. Il ne restait plus que des éclats et de l'écume. Les Robertson regardèrent autour d'eux. Océan. Rien d'autre que l'océan. L'horizon était un cercle de vide s'étendant dans toutes les directions. La harde d'orques avait disparu aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant derrière elle une mer calme et indifférente, comme si rien ne s'était passé. Sur leur radeau, à peine 9 pieds de long, ils firent le point. Quelques oignons, des biscuits, un peu de fruits. De l'eau pour peut-être 10 jours. Un couteau. Quelques objets récupérés dans le chaos. C'était tout. Pour une famille de 5 personnes, plus un mousse. Au milieu du Pacifique, alors que le soleil se couchait cette nuit-là, peignant le ciel en cramoisi, la réalité s'imposa. Ils n'étaient plus des marins, ils étaient des naufragés. Et l'océan Pacifique venait de devenir leur prison. Leur épreuve n'était plus l'exploration, c'était la survie. L'océan Pacifique engloutit complètement la Lucette et laissa les Robertson flottant sur des morceaux de caoutchouc et d'espoir. Premier jour, le choc était encore frais. La famille était blottie dans le canot de sauvetage de 9 pieds, le radeau attaché à proximité. Les enfants murmuraient des questions auxquelles aucun parent ne devrait répondre. Quand nous sauveront-ils ? Dougal donna la seule réponse possible. Bientôt. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Ils étaient à 200 milles à l'ouest des Galapagos. Aucun secours n'arrivait. Pas bientôt. Peut-être jamais. Les provisions étaient rares. Une poignée d'oignons, un sac de biscuits, un peu de fruits. De l'eau douce, à peine assez pour 10 jours, si elle était rationnée avec soin. Pour 6 personnes. 6.
Le soleil du Pacifique était déjà implacable, frappant leur peau exposée, transformant leurs lèvres en papier et leurs gorges en sable. Les nuits n'apportaient aucun réconfort. La mer s'étendait à l'infini, noire. Les vagues berçant le canot comme une cruelle berceuse. Les enfants pleuraient jusqu'à s'endormir. L'air salé emplissait leurs poumons tandis que la faim rongeait et que la peur prenait racine. En dessous d'eux, l'océan était vivant. Des requins tournant en cercle, des ombres frôlant le radeau. Chaque éclaboussure, chaque mouvement apportait la même terrible question. Et s'ils venaient pour nous? Le canot était trop petit. Leurs corps se pressaient, les uns contre les autres. Des plaies se formaient à cause du sel sur la peau, les jambes s'engourdissaient. L'espace pour bouger était un luxe qu'ils n'avaient pas plus. Les jumeaux commencèrent à réclamer de la nourriture dès le 3e jour, mais Lynn ne pouvait rationner que des miettes. Un biscuit divisé en 6. Une tranche d'oignon pour occuper la bouche. C'était la survie dans sa forme la plus cruelle. L'eau de pluie devint leur salut. Ils étendaient des plastiques, recueillant des gouttes chaque fois que les nuages passaient. Ils priaient pour des tempêtes. Ils priaient pour des ciels gris. Certains jours, le ciel répondait. D'autres jours, le soleil brûlait sans relâche, se moquant de leur soif. Les notes du journal de Dougal de ses premières semaines capturent sur la spirale. Enfants, faibles, eau rare, aucun bateau en vue, morale brisée. Chaque entrée était à la fois un récit et un appel à l'univers. Mais d'une manière ou d'une autre, ils continuèrent, heure après heure, vague après vague, parce qu'au dehors, abandonner n'était pas une option. Renoncer signifiait la mort, et même les plus petits semblaient déjà pour le comprendre. Ils étaient pris dans une épreuve d'endurance contre la mer infinie. 37 jours les attendaient, ils ne le savaient pas encore, mais le pire était à venir. L'océan est un exécuteur lent. Les jours sont devenus des semaines, et les rares post-provisions ont disparu. Les biscuits n'étaient plus que des miettes. Les fruits disparus depuis longtemps. Les oignons, qui étaient autrefois leur dernier recours, étaient pourris jusqu'à devenir de la pulpe. Maintenant, les Robertson n'avaient plus que de l'eau salée, s'étendant à l'infini dans toutes les directions, et la douleur crue de la faim qui les vidait de l'intérieur. Le visage de Lynn est devenu émacié. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de consoler les jumeaux, qui pleuraient en doucement, trop faibles pour crier. Robban, à peine âgé de 18 ans, regardait le vide à l'horizon, les côtes visibles sous la peau cloquée. Douglas écrivit plus tard « On avait l'impression de nous dissoudre, morceau par morceau, dans la mer. Le désespoir força à prendre des décisions qu'aucune famille ne devrait affronter. Lorsqu'une tortue émergea près du radeau, Dougal se jeta avec un couteau et la tua. Ce qui suivit fut primitif. Ils burent son sang, dense et métallique, juste pour humidifier la langue. Ils arrachèrent des lambeaux de chair crue avec des mains tremblantes, s'étouffant en l'avalant. Les enfants s'écartèrent au début, mais la faim l'emporta. La survie l'exigeait, les requins rôdaient constamment, ombre sombre sous leur fragile embarcation, attendant un signe de faiblesse. Une fois, un cachalot heurta le bateau pneumatique, ses mâchoires arrachant un morceau de caoutchouc. Ils le repoussèrent avec les rames, le cœur battant à 1000. La mer n'était jamais vide. Même lorsque l'horizon était immobile et que le ciel brillait d'un bleu intense, il y avait du mouvement en dessous. Des silhouettes sombres tournant en cercle, des queues coupant silencieusement l'eau. Les requins les avaient trouvés. Au début, ils rôdaient à distance, curieux, leurs nageoires dorsales brisant la surface comme des couteaux d'avertissement. Mais bientôt, ils se sont approchés. Effleurant le caoutchouc du bateau pneumatique, le frappant, le testant,
Chaque contact envoyait un frisson à travers la radeau, comme si l'océan lui-même voulait les avaler tout entiers. Les Robertson n'avaient nulle part où aller. Aucune protection, juste un caoutchouc fragile et des rames en bois fines. Une nuit, alors que la famille tentait de dormir, un requin-marteau attaqua avec une violence soudaine, frappant le bateau assez fort pour les faire perdre l'équilibre. Le radeau sauta, l'eau entra, les enfants crièrent de terreur. Lynn serra les jumeaux contre sa poitrine tandis que Dougal et Douglas frappaient l'eau avec les rames, priant pour que le caoutchouc ne se déchire pas. Encore une fois, une ombre fine se jeta sur le radeau et mordit une main qui pendait. Seuls des réflexes rapides sauvèrent Robin de perdre ses doigts. Sa main revint déchirée et griffée, et le message était clair. Les requins étaient patients. Ils attendaient pente. Pendant des jours, les prédateurs les suivirent, tournant de plus en plus près, comme si la famille était déjà marquée. Chaque éclaboussure, une nageoire. Chaque ondulation, un corps. À la 3e semaine à la dérive, la survie avait réduit les Robertson à des fantômes d'eux-mêmes. Leurs corps étaient dévastés. Lèvres gercées, plaies salées en putréfaction, côtes saillantes sous une peau cloquée. Les enfants ne pleuraient pas plus. Ils regardaient fixement, les yeux vides, trop faibles pour gaspiller des larmes. Même parler était un fardeau. Les mots râpaient comme du papier de verre. Chaque jour se confondait en une routine cauchemardesque. Chasser, rationner, prier. La pluie, quand elle arrivait, était un salut. La famille tendait la langue vers le ciel, désespérée d'obtenir quelques gouttes. Mais quand le ciel restait vide, la folie s'infiltrait. Des hallucinations les tourmentaient, des bateaux brillants à l'horizon, des voix appelant depuis le néant. L'espoir oscillait et disparaissait comme un cruel mirage. La nourriture s'était de nouveau épuisée. Ils furent contraints de couper des bandes de cuir du canot pneumatique et de les mâcher pour une vague illusion de satiété. Douglas, à peine 17 ans, écrivit ensuite « Je ne pensais à rien d'autre qu'à la nourriture. La douleur ne cessait jamais. Je rêvais de festin et me réveillais dans le vide. » La force de Lynn s'évanouissait. Elle s'accrochait aux jumeaux, murmurant des berceuses, même si son corps tremblait. Dougal essayait de rester fier, ordonnant de tenir le journal, de maintenir la discipline, mais les fissures étaient visibles. Sa voix tremblait. Ses yeux restaient trop longtemps fixés sur la mer infinie. Une nuit, Douglas vit son père assis en silence, regardant l'eau avec un couteau à la main. Alors il comprit. La ligne entre l'espoir et la reddition s'était resserrée jusqu'à se briser, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la famille résista. Chaque aube était un autre miracle. Chaque nuit survivante était la preuve de leur volonté. Mais au fond, tous ressentaient la même vérité qui les rongeait. Le Pacifique gagnait. Ils avaient survécu aux orques. Ils avaient résisté aux requins. Mais maintenant, la faim et le désespoir étaient des ennemis plus impitoyables que n'importe quel prédateur. Combien de temps encore l'esprit humain pourrait-il lutter contre un monde décidé à les effacer? Au 37e jour, les Robertson n'étaient plus une famille en mer, mais des survivants suspendus entre la vie et la mort. Leur radeau était une ruine, décolorée par le soleil et à moitié effondrée. Les coutures en caoutchouc du bateau pneumatique fuyaient constamment, les obligeant à le vider sans cesse. L'air sentait la sueur, le sel et la décomposition. Leur peau était craquelée et saignante, leur corps squelettique. Les enfants, autrefois jumeaux joueurs, gisaient en silence, conservant chaque once d'énergie. Les berceuses de Lynn s'étaient transformées en murmures de prière.
Ils avaient mangé tout ce qui était comestible. Sang de tortue, poissons crus, même les muqueuses de l'estomac des oiseaux marins capturés dans le désespoir. Et pourtant, la faim continuait de les tourmenter. Ils avaient des crampes d'estomac. L'esprit vagabondait. Certaines nuits, ils avaient des hallucinations de sauvetage, des lumières à l'horizon, le son d'une sirène de bateau, le salut à portée de main, pour se réveiller dans l'habituel bleu infini. Douglas écrirait plus tard que la mer elle-même était devenue leur plus grand supplice. Elle ne nous a rien donné. Elle nous a regardés mourir lentement. Chaque aube semblait un jugement dernier, et ce 37e jour, aucun d'eux ne s'attendait à en voir un autre. Mais alors, un son, ineffaçable, un moteur lointain, le bruit d'une machine sur l'eau. Au début, ils pensèrent ainsi que c'était une autre cruelle plaisanterie de l'esprit. Mais non, la silhouette devenait plus nette, un bateau de pêche japonais, réel, qui s'approchait. En panique, la famille agitait les bras, criait, levait des chiffons vers le ciel. L'espoir éclata, douloureux, presque insupportable. Et alors le bateau ralentit. Des hommes apparurent sur la rambarde. Ils les avaient vus. Pour les Robertson, ce fut le moment où la vie revint. 37 jours de terreur et de tourment. Et enfin, le salut. Le bateau de pêche se dressait au-dessus du petit radeau, un géant d'acier contre son fragile morceau de caoutchouc. Pendant un instant, les Robertson ne purent que fixer, craignant qu'ils ne disparaissent comme toute autre hallucination. Mais alors arrivèrent les voix, urgentes, étranges, criant à travers les vagues. De vrais hommes, un vrai salut. De forts bras s'étendaient vers le bas, sortant la famille un par un à bord. Lynn serrait les jumeaux si fort que ses jointures se devenaient blanches, comme si elle craignait que l'océan ne les lui arrache à nouveau. Douglas s'effondra sur le pont, trop faible pour rester debout. Le dur sol métallique semblait le paradis sous son corps brisé. Dougal, le capitaine stoïque qui les avait maintenus unis, céda enfin. Son visage se contracta et les larmes coulèrent, librement. 37 jours de résistance, et il se laissa enfin aller aux pleurs. Les pêcheurs étaient stupéfaits. Devant eux, il n'y avait pas des marins, mais des squelettes, cloqués, affamés, avec les yeux enfoncés dans leurs orbites. Ils les nourrissaient lentement avec de l'eau, avec précaution, craignant que le choc d'une nutrition soudaine ne puisse les tuer. Les enfants s'y retiennent de petites. Tassent comme s'ils goûtaient à la vie elle-même. Pour la première fois depuis des semaines, les Robertson ne luttaient plus contre la mer. Ils étaient en sécurité, et le Pacifique, vaste et implacable, avait perdu. Lorsque les Robertson ont mis pied à terre, ils étaient méconnaissables. Maigres, marqués par le temps, brûlés par le soleil et le sel. Des survivants, pas des marins. Les médecins étaient stupéfaits qu'ils aient survécu. 37 jours sans nourriture ni eau adéquate auraient dû être une sentence de mort. Et pourtant, ils étaient là, preuve vivante de la résilience humaine. La nouvelle de leur odyssée s'est répandue dans le monde entier. Une famille dévorée par des orques, à la dérive dans le Pacifique, survivant avec du sang de tortue et de l'eau de pluie, c'était digne d'un cauchemar, mais complètement vrai. Les journaux l'ont célébré comme l'une des plus grandes histoires de survie en mer jamais racontées. Mais pour les Robertson, il n'y eut pas de gloire. Il y eut un traumatisme. Les jumeaux souffraient de terreurs nocturnes, se réveillant en criant à cause de rêves de requins entourant le radeau. Lynn ne pouvait fermer les yeux sans entendre l'écho des vagues frappant le caoutchouc. Dougal, qui cherchait autrefois l'aventure, portait le poids de la culpabilité, d'avoir mené sa famille aux mâchoires de l'océan et de les en avoir à peine sortis. Douglas, l'adolescent qui s'est battu pour maintenir le radeau à flot, prit papier
et crayon. Son récit, Survivre à la mer sauvage, devint un phare, non seulement un récit de tragédie, mais un témoignage de résistance. Les orques avaient coulé leurs bateaux. Le Pacifique avait tenté de les effacer. Mais la famille Robertson a survécu. Leur histoire ne serait pas engloutie par la mer. L'Odyssée des Robertson fut bien plus qu'une histoire de survie. Ce fut une leçon brutale sur la loi inflexible de la nature. Les orques qui ont coulé la Lucette n'avaient jamais été malveillantes. Elles étaient curieuses, confondant peut-être la coque en bois avec une proie. Mais la curiosité d'un prédateur de cette taille peut être catastrophique. En quelques minutes, un voyage de rêve s'est transformé en une lutte pour la vie, un rappel que les êtres humains sont des visiteurs fragiles dans l'océan, jamais ses maîtres. Le Pacifique a donné ses leçons sans pitié. La famille a appris à boire goutte à goutte l'eau de pluie, à considérer un seul oignon comme un trésor, à tuer pour survivre lorsque les tortues et les oiseaux marins s'approchaient pas trop. Ils ont appris ce que signifiait voir les enfants mourir de faim, rationner l'espoir avec le même soin que la nourriture. Pour les marins, l'histoire des Robertson est devenue une histoire d'avertissement. Ne jamais sous-estimer la mer, ne jamais compter sur la chance et ne jamais croire que la préparation rend invincible. Pour le monde entier, ce fut la preuve de la résilience humaine. Que même lorsqu'on est réduit à l'essentiel, quand la mort c'est partout autour, la volonté de vivre peut brûler plus fort que la peur. L'océan leur a infligé 37 jours de tourments. Mais il leur a aussi donné la force de résister. La survie de la famille Robertson est devenue bien plus qu'une histoire. Elle est devenue une légende. Leurs 37 jours à la dérive ont été relatés dans les gros titres des journaux, dans les salles de classe et dans les manuels de survie du monde entier. Survive the Savage Sea, écrit par Douglas, n'était pas seulement un souvenir. C'était un modèle de résistance, étudié par des marins, des explorateurs et même des soldats qui se préparaient au pire. Mais leur héritage ne se trouve pas seulement dans les pages d'un livre. Il vit dans l'image d'une mère qui protège ses enfants contre toute probabilité impossible, dans un père qui refuse de se rendre à la mer, dans des enfants qui apprennent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de l'affronter. Le Pacifique a tenté de les effacer, de les disperser dans le néant. Au contraire, il les a sculptés en symboles de résilience. Leur histoire est chuchotée par les marins avant de longs voyages et par des survivants qui savent ce que signifie regarder la mort en face et résister. Les orques ont coulé le Lucette. L'océan a englouti leur monde, mais les Robertson ont refusé de disparaître. Leur nom appartient désormais à l'histoire de la survie, une famille qui a affronté la mer sauvage et a vécu pour le raconter. La lutte pour la survie des Robertson est l'une des sagas les plus extraordinaires jamais racontées. En mer, une famille arrachée de son bateau par des orques, laissée à la dérive dans un océan infini, et pourtant, ils ont résisté. Si des histoires comme celle-ci te touchent, de courage, de tragédie et de la pure force de la nature, assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications, car notre prochaine histoire te mènera à un autre cauchemar, un cauchemar que tu ne croiras pas avant de l'avoir entendu.